Alors j'ai comme base de travail, je vous propose deux scénarios. Un premier scénario qui est Sarah, le premier polar de bioéthique qui a été publié récemment par David Gruson. Alors, il le situe en 2025 à Paris et il imagine 3 décès suite à Ebola consécutivement dans la capitale. Sur une souche qui n'est, pour l'instant, qui est incurable et mortelle. Sarah est un logiciel d'intelligence artificielle de nouvelle génération qui est top secret, qui a été développé dans un contexte de bioterrorisme et dont l'objectif est quelque part d'avoir une capacité de détecter un risque épidémique, de prendre des mesures de gestion et le cas échéant de synthétiser un vaccin et de l'injecter de manière robotisée. On se place ici à une quinzaine d'années dans un acte vraisemblablement de bioterrorisme dont la réponse serait dictée par une intelligence artificielle et administrée par une robotique. Voilà. Un scénario potentiel complètement disruptif par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Toute chose égale par ailleurs, écrit par un Français en France. Un deuxième scénario qui est un peu plus construit puisqu'il s'agit de l'hôpital du futur sur lequel nous avons réfléchi au sein du patient numérique il y a 1 année et demie, 2 années. On a essayé de réfléchir comment on pourrait se projeter en avant de manière à faire progresser non pas les technologies, mais l'intégration des technologies dans l'hôpital. Et vous avez vu un résultat qui est le Chirec, sur lequel on a beaucoup travaillé ces dernières années, mais qui montre effectivement qu'en travaillant de manière communautaire autour d'un sujet de transformation digitale, on arrive à faire progresser de grosses institutions. Alors, l'idée là, c'est d'arriver à des outils de pilotage plus automatisés des métiers, hein, pas simplement du métier médical, mais de tous les métiers hospitaliers, en intégrant certains métiers administratifs, de gommer ce qu'Arnaud disait en termes d'enchevêtrement, d'inefficacité, de problèmes d'ergonomie, donc d'arriver véritablement à une utilisation beaucoup plus linéaire, beaucoup plus efficiente de l'informatique ou du système d'information. De même, avoir une capacité de réaction réelle par rapport à des vrais problèmes médicaux et pas des approches start-up où on se demande parfois s'ils ont vraiment visité un hôpital. Donc on est vraiment dans une réflexion de se dire, on a des outils qui sont en ligne avec les pratiques médicales, avec les pratiques infirmières, avec les pratiques de pharmacie, laboratoire, etc. De manière à pouvoir arriver à exprimer non pas simplement une imagination, mais une réalité qu'on peut mettre en place dans les process de l'hôpital. Alors si on regarde ces éléments, on peut lister un certain nombre de ces composantes. Hein. On a effectivement l'intelligence artificielle, la robotique, qui peuvent, le cas échéant, prendre le pas sur l'humain. Et ça, c'est quand même un élément de questionnement. Et vous verrez qu'il y a des dimensions plus loin qu'on peut aborder. Il y a la notion de dire on sort de la notion de maladie pour aller vers une instance de soins. Ça veut dire quelque part qu'on sort de la logique d'une photographie dans un DPI d'un épisode pour regarder non plus un épisode de pathologie, mais bien la globalité de la santé de l'individu. On regarde aussi des notions qui sortent des notions traditionnelles de l'ERP, du pilotage économico-administratif de l'hôpital pour aller véritablement vers des outils intégrés. On l'a appelé HRP pour Health Resource Planning, mais l'idée c'est de se dire on arrête d'avoir simplement des outils industriels qu'on a convertis au monde hospitalier. On se base vraiment sur des outils de nouvelle génération qui ont été développés dans l'hôpital et pour l'hôpital, avec des trajets de soins qui sont intégrés à un noyau d'activité. Point suivant, on a un système d'information hospitalier médical qui se conçoit non pas au niveau d'un hôpital, non pas au niveau d'un groupement ou d'un réseau d'hôpitaux. Vous avez les achetés en France, on est en train de créer des réseaux en Belgique, donc cette idée de dire en intégrant on sera plus grand et donc on aura plus de capacité. On va plus loin, on regarde ce qu'on appelle aujourd'hui la Smart Cité, ou véritablement le territoire collectif de santé, et ça peut être relativement grand. Alors je sais que le Grand-Duché est un petit pays, mais on peut voir ça dans la globalité, et plus simplement au niveau de la zone, mais véritablement au niveau d'entités territoriales beaucoup plus importantes. On a une approche qui sort de l'idée de l'informatique qui existe dans chaque institution pour aller vers une informatique qui est hostée quelque part dans un mode SaaS, probablement en cloud, en sachant qu'il y a évidemment en France et par ailleurs les limitations de la CNIL, mais on sent que cette notion de contenir l'informatique dans les murs de l'hôpital va disparaître avec l'évanescence de la notion intramuros qu'on connaît dans les hôpitaux depuis le 19e ou le 18e siècle. Et puis surtout, on voit dans ce scénario 2030 l'arrivée et l'utilisation de données de santé mobile temps réel.
qui commencent aujourd'hui à être produits dans l'hôpital, en dehors de l'hôpital, en dehors même d'une surveillance médicale, et qui sont des données médicales. Et donc ça, c'est, je dirais, l'épaisseur de ce qu'on peut imaginer dans ce scénario 2030. Alors vous devez retenir une chose, c'est la santé est partout. Et donc on est sorti de notre débat de savoir si les technologies qu'on met à disposition dans l'hôpital sont bonnes ou mauvaises, suffisantes ou pas suffisantes, ergonomiques ou pas. On se dit, on est ici dans un concept nouveau où la santé se délocalise. Et je vous invite à réfléchir à ce que sera la maison demain, à l'horizon 2030, avec un certain nombre de biocapteurs qui seront intégrés dans la maison. Avec d'autres lieux. J'ai aujourd'hui un bracelet qui me permet d'ouvrir ma voiture, qui est un IoT, qui permet aussi par ailleurs d'agréger des données de santé. Et donc on se rend compte que la donnée de santé est en train de sortir de ce qu'on imaginait être l'intramuros encore jusqu'à aujourd'hui. Deuxième élément, c'est une technologie qui se globalise. Alors évidemment, peut-être pas à Évreux. Hein. Je me suis bien rendu compte qu'on était encore dans une technologie qui était désintégrée. C'est un peu la guerre des étoiles. Mais néanmoins, on se rend compte quand même que la technologie se globalise et que des acteurs, notamment Philips, au niveau international, essaient de couvrir l'entièreté du scope médical à 360 degrés autour du patient. Avec cette notion de continuum de soins, on est au tout début. Alors ce qui est assez intéressant quand on réunit la communauté, c'est qu'on essaye d'écrire des verbatims, de définir sur base d'expressions ce qu'on vit. Et là, on a un quote du docteur Watson qui dit, et que je trouve assez intéressant, c'est notre métier a changé de manière radicale. La santé est partout, app de santé mobile, télémédecine, e-santé, monitoring à distance, senseurs intégrés produisant des flux de données qui permettent aux soignants et même aux patients de suivre le moins de symptômes en temps réel. Et donc, on sent bien qu'on voit aujourd'hui des technologies qui sont non invasives, qui sont disponibles, qui sont certifiées médicalement. Arnaud parlait du FDA, c'est vrai, mais il y a d'autres alliances. Je pense par exemple à Health Alliance qui a déjà aujourd'hui accrédité au niveau F2 et au niveau CE une centaine d'IoT et d'applications mobiles. Donc, il existe aujourd'hui des certifications internationales qui commence à donner du ranking et de la capacité, de la vérification de capacité d'application médicale. Alors je ne vais pas les passer, vous aurez l'occasion de regarder les PowerPoint si ça vous intéresse par le menu, mais néanmoins, on voit verticalement arriver des tendances. On voit la tendance où l'individu va pouvoir commencer à analyser lui-même un certain nombre de données, à produire des données qui sont certifiées, je pense au Quantify Self par exemple, mais aussi à analyser son propre risque. Et ça nous amène à réfléchir autrement, de manière disruptive, en sortant simplement de la notion de santé, en se disant, à partir du moment où on va pouvoir avoir un risque de santé personnalisé, le monde assurantiel va se rapprocher du monde de la santé. Et un débat va s'intégrer entre des mondes qui aujourd'hui ont une osmose assez peu importante. Deuxième ligne, on voit effectivement tout ce qui a été la discussion, le débat aujourd'hui, très riche sur toutes les incertitudes, tout le chaos qu'on a encore dans les systèmes d'information hospitaliers médicaux, qui sont pour certains obsolètes, pour certains vieillissants, mais comme le Chirec et d'autres que je pourrais citer, par exemple, je peux citer le SI que je connais bien à Mount Sinai Hospital à New York, qui est extrêmement connecté en termes de portfolio de santé mobile. On a des hôpitaux qui ont résolument décidé d'avancer dans la numérisation, souvent pour des raisons doubles, d'un côté de qualité de soins, mais aussi de réduction de coûts. On a encore deux autres types de tendances, alors on n'a pas parlé beaucoup, mais on a des technologies en soi qui sont disruptives. Il y a peu de temps, on m'aurait parlé de robotique humanoïde, on m'aurait parlé de drones. J'aurais trouvé ça assez amusant jusqu'au moment où j'ai travaillé en Suisse sur un transport de matériaux sensibles par drone. Et c'était beaucoup plus facile de passer d'une vallée à l'autre pour livrer des médicaments ou pour transporter des échantillons d'un laboratoire à un site hospitalier ou vice-versa que de prendre la route. Et donc on voit qu'il y a un certain nombre de technologies, là j'en ai listé quelques-unes, mais ça peut être la réalité augmentée, ça peut être de la santé mobile, ça peut être de l'impression 3D, qui vont complètement modifier, et on ne parle pas ici sur des tendances lointaines à 5 à 10 ans, qui vont complètement modifier la manière dont on imagine les notions de santé. Sans compter les évolutions technologiques de la médecine en tant que telle. Hein. J'ai parlé de thérapie génique, je pourrais parler de médecine evidence-based, Olivier en a déjà parlé, de la personnalisation de la médecine et aussi de la bioimpression 3D. Donc on voit qu'il y a des technologies médicales qui, par elles-mêmes, vont impacter terriblement la manière d'imaginer, de soigner le patient. Alors si on doit synthétiser, hein, j'aime bien cette notion d'homo digitalis, cet homme digital hein, qui vient du singe et qui arrive à être courbé avec des grands pouces. Il a 4 éléments qui sont importants. Le premier élément sont des technologies qui sont disruptives, pas dans le sens où elles sont changeantes d'un point de vue technique,
mais parce qu'elles sont changeantes au niveau des pratiques. L'impression 3D va modifier considérablement un certain nombre de métiers dans le domaine de la chirurgie. Les biosenseurs vont modifier la production de données à domicile, dans l'hospitalisation à domicile, en dehors du cycle hospitalier. Et donc on voit bien qu'il va y avoir une disruption. Quand on va commencer à produire des millions de données, on se rend bien compte que ce n'est pas le médecin qui va les traiter. Le jour où on sera capable de dire, quand une radio est négative, il n'est pas nécessaire qu'elle soit vue par un homme, elle peut très bien être vue par une intelligence artificielle. Et donc on se rend compte qu'il y a dans ces technologies des caractères disruptifs en ce, y compris des évolutions lourdes sur la manière de faire. Deuxième élément, et ça c'est vraiment un élément important, et Olivier en a parlé, mais c'est vraiment un élément, on est au tout début, c'est l'explosion du biomédical. Le biomède va avoir, dans les années à venir, à la fois en termes de contraintes technologiques, mais en termes de valeur ajoutée métier, un levier de changement extrêmement important dans le secteur de la santé. Le continuum de soins, j'en ai déjà parlé, mais effectivement, regarder le patient à 360 degrés, pas nécessairement quand il est malade, pas nécessairement quand il est à l'hôpital, c'est un élément important. Et puis, avec une révolution des pratiques, sachant que le monde médical infuse très lentement. Je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, que le stéthoscope a mis 100 ans pour être utilisé par les médecins. Ce qui est aujourd'hui l'archétype du médecin, le stéthoscope, c'est un siècle d'adaptation. Et donc, quand on parle d'IoT, à mon avis, ça va prendre encore un certain nombre d'années. Mais rappelez-vous quand même cet élément-là. C'est un élément important. Alors, on peut le synthétiser. Je vais pas revenir sur le détail. Et je pense que Lionel soulignera encore quelques éléments. Mais il y a 3 éléments qui sont vraiment des éléments de modification profonde de la pratique. C'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est la production et l'utilisation de données médicales partout, tout le temps. Et c'est du hardware de plus en plus autonome qui est capable d'avoir une capacité véritable d'évolution sans nécessairement avoir besoin d'un être humain derrière. Et vous avez dans votre vie professionnelle et dans votre vie privée tous les jours des exemples de technologies qui sont autonomes. Et je ne parle pas simplement de voitures, il y a le domaine du transport, mais il y a beaucoup de domaines liés à l'algorithmique. Alors on a déjà parlé de cette médecine de demain, cette médecine qui évolue de son caractère réparateur vers autre chose. Il ne m'appartient pas de juger, mais on peut aller un peu plus loin en identifiant les différents éléments qui vont la constituer. Alors, je ne vais pas les lister, vous savez les lire comme moi, mais on se rend compte que maintenant on peut mettre un point sur les éléments qui vont lier la disruption de la technologie et l'évolution des pratiques. D'un côté avec de la biologie des systèmes et de l'autre avec cette médecine des 4P qui vont peu à peu se rapprocher. Et je pense qu'à l'horizon 2030, on sera à un moment vraiment marquant où on peut voir un point d'inflexion. On a parlé du territoire, je ne vais pas m'étendre, mais effectivement, on se rend bien compte que la notion de l'hôpital de petite taille, de 100 lits, commence à être challengée et va évoluer vers autre chose. Le lien avec la cité, le lien avec la médecine de ville prend à ce sens beaucoup d'importance. Plusieurs l'ont dit, et je pense que c'est un élément important, c'est les moyens existent, peut-être pas toujours suffisamment, mais sont rarement injectés au bon endroit. Et donc je pense qu'il y a un travail à faire demain pour la répartition des coûts et des moyens au bon endroit. Et ce n'est pas simplement en amenant des technologies dans l'hôpital, sans changer les modes de financement et surtout sans changer les modes de remboursement, qu'on peut espérer faire évoluer la manière de produire des données. Et c'est clair que chez nous, l'INAMI, donc la sécurité sociale, réfléchit à accréditer des objets connectés qui seraient remboursés exactement comme des médicaments. Mais c'est un long trajet et il faut aller chercher, notamment en Amérique du Nord, des éléments qui montrent comment on peut aller vers des modèles économiques vertueux où en réduisant l'hospitalisation, grâce à certaines technologies, on peut arriver à un autre mode d'équilibre sans dégrader la qualité des soins. Donc mon objectif ici est bien de souligner qu'on est en train de parler au minimum à qualité de soins constants. Alors, ce slide est un slide que j'avais déjà présenté l'année passée qui n'a pas beaucoup d'importance, si ce n'est la case rouge. 48% de l'investissement va être identifié sur la case technologique. Et donc, il est clair que dans l'évolution de la médecine, l'innovation technologique devient un élément d'investissement majeur. Et ça demande, en termes de cycle économique, d'avoir une réflexion un tout petit peu plus loin que simplement être consommateur de technologie, mais c'est être capable de positionner la technologie à un bon moment du cycle de développement de l'hôpital. Et c'est l'une des choses qui est remarquable, notamment au Chirec, mais je pourrais citer d'autres hôpitaux sur lesquels je travaille, c'est qu'on est arrivé à un bon moment du cycle de vie. Et on a, sur une entité économique qui va durer 50 ans, le Delta, c'est un hôpital qui a 50 ans de vie devant lui, on est arrivé juste au bon moment pour pouvoir mettre un data center qui va avoir une dizaine d'années
d'espérance de vie sans avoir besoin d'évoluer. Et donc, c'est un investissement qui est bien cadencé. Alors, je ne voudrais pas faire l'économie du moment de la discussion sur l'éthique, qui est pour moi vraiment un élément essentiel. Donc, je pense qu'on est en train aussi de définir, par rapport à ce que je viens de dire précédemment, dans ce scénario 2030, une nouvelle frontière de l'éthique. Une éthique de la santé connectée. C'est pas parce qu'on est en dehors de l'intramuros, des 4 murs de l'hôpital qu'on peut permettre tout ce qu'on veut. C'est pas parce que son iPhone est capable aujourd'hui de produire des données médicales qu'elles peuvent être produites et utilisées n'importe comment. Donc il y a vraiment un travail à réfléchir sur un encadrement éthique autour de ce nouveau paradigme de santé. Lié à ça vient la question de la régulation. Alors j'avais une grande discussion avec David Gruson sur le sujet, savoir s'il fallait que ce soit une régulation de type étatique, de type citoyenne, de type communautaire. Je pense qu'il faut ouvrir la question, il faut ouvrir le débat, sachant que la régulation d'État, en règle générale, est un frein à l'innovation. Je ne suis pas spécialement un parti pris dans un sens ou dans un autre, mais je pense qu'il faut poser la question et véritablement mettre le débat sur la place publique. D'autant qu'un élément vraiment fortement impactant qui va arriver, c'est l'intelligence artificielle apprenante. Ça veut dire des logiciels qui sont capables d'apprendre indépendamment de l'humain. Et ça, on est vraiment au tout début. Ça veut dire à 10 ans d'ici, on va être positionné face à des machines qui vont apprendre par elles-mêmes. Et s'il n'y a pas un cadre éthique autour, on va se retrouver avec un film de science-fiction dans lequel je n'aimerais pas vivre personnellement. Et puis, viennent des éléments qui lient ces évolutions technologiques médicales au monde assurantiel. C'est des notions de risque, c'est des notions de positionnement de l'intérêt du groupe par rapport à l'intérêt de l'individu. Et on est beaucoup plus loin que la notion d'opt-in ou d'opt-out. On est véritablement de se dire, à partir du moment où on mitige le risque différemment, comment va-t-on réguler l'ensemble? Ça veut dire qu'on est véritablement ici devant une nouvelle frontière éthique. Un point qui pour moi est essentiel, c'est l'arbre des compétences. Le métier médical et les médecins qui sont intervenus tout à l'heure de manière brillante nous rappellent une chose, c'est que le médecin, ça n'existe pas. Il existe des médecins, il existe des professions médicales, même dans le monde du nursing ou de la pharmacie, on a pléthore de spécialités qui ont des intérêts, des manières de travailler, des objectifs complètement différents. Et donc je pense que quelque part, ce modèle 2.0 qu'on voit arriver, qu'on commence à sentir, qui fait encore assez peur, je pense, va nécessiter des nouvelles compétences, va nécessiter des nouveaux métiers. Et j'en ai cité quelques-uns, mais on ne peut pas imaginer que demain, demander à un médecin qui a suivi uniquement des études de médecine de travailler sur des algorithmes d'intelligence artificielle, par exemple, ou de devenir un expert du biomédical, ou d'être bio-ingénieur. Ce sont des métiers spécifiques. Les scientifiques de données, des gens qui vont analyser des flux de données massifs qui viennent des IoT. Je vous rappelle quand même qu'à 10 ans d'ici, on parle de 3 fois la population mondiale en termes d'IoT au niveau mondial. On ne parle pas de 3 machines, on parle de dizaines de milliards d'IoT qui vont produire des données dont une partie sera médicale. Ces métiers-là vont apparaître et sont à inventer, à encadrer et à positionner la pratique médicale en relation avec celle-ci. De même, je pense que la formation initiale des prestataires de soins, au minimum, doit intégrer un bagage technologique plus important. Pour ça, elle devrait trouver son intérêt et l'intégrer. Et comme le disait très bien Arnaud, c'est clair que les médecins qui sont diplômés aujourd'hui ont été diplômés par des médecins qui ont été formés après-guerre, à une époque où la médecine avait, d'un point de vue technologique, des évolutions encore assez limitées. Enfin, ça a été dit plusieurs fois, mais je pense que la maîtrise du changement vient véritablement à un point d'orgue pour pouvoir développer ces différents éléments. Et j'aimais beaucoup ce que disait le professeur Thomas Grégory, qui est ici orthopédiste à l'Université de Paris 13, il disait « L'intelligence ne va pas remplacer le chirurgien. Mais le chirurgien qui manipule l'intelligence artificielle, lui, il va remplacer le chirurgien qui ne la manipule pas. » Et je trouve que ce verbatim était assez intéressant. Pour terminer, je dirais qu'à l'horizon 2030, dans les yeux qui sont les miens et les hôpitaux dans lesquels je travaille, l'apparition de l'intelligence artificielle, la robotisation d'un certain nombre de technologies, on pourrait les lister, ça n'a pas d'intérêt, elle est pour moi irréversible. Penser qu'on va pouvoir bloquer, qu'on va pouvoir continuer à travailler sur des cycles d'investissement à 50 ans. Je vous rappelle, on parle d'entités économiques qui ont une durée de vie de 50 ans, les hôpitaux. Ça va plus, ça, c'est pour moi un invariant du système. La question va être de comment trouver le point d'équilibre entre l'offre de soins d'un côté et la demande de soins. Alors je ne vais pas lister tous les points, on les a des deux côtés, mais je pense qu'il y a quand même 2-3 éléments à soutenir et à bien réfléchir. C'est comment intégrer l'innovation médicale dans la demande de soins. Je pense que l'innovation médicale aujourd'hui, elle est, et les intervenants l'ont dit très bien, parfois limitée dans des startups à une compréhension minimaliste du monde médical. En termes d'ergonomie, elle est souvent limitée parce que les gens n'ont aucune idée de la pratique en tant que telle. Et donc je pense qu'il y a une osmose à créer dans cet écosystème d'affaires, qui est l'écosystème médical, entre les gens qui consomment et les gens qui produisent.
De l'autre côté, cette notion de santé partout va également avoir un élément important puisqu'on va pouvoir consommer en dehors de l'hôpital le sacro-saint lieu où jusqu'à présent on avait produit les soins. Je m'arrêterai là pour laisser Lionel aller plus loin dans ce scénario 2030 et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Thierry. C'est toujours difficile, je suis presque le dernier rempart, il y aura une conclusion avant la fin de la journée. Forcément, Thierry m'a dit, tu me préviens quand il me reste 5 minutes, il a pris un quart d'heure. Donc voilà, j'ai moi encore 3 quarts d'heure, 1 heure environ d'intervention, c'est bien ça. Donc je ne sais pas si je vais continuer le scénario 2030. La première réflexion passée après Thierry, dont je sais qu'il connaît très bien le sujet, qui a bien montré le panorama. D'abord, quand je pense la e-santé, je suis dans plusieurs startups, ça fait un certain nombre d'années que je suis très actif sur ces sujets-là. Je me dis qu'on a une vision très intellectuelle de la e-santé. Intellectuelle et juste. Quand on dit qu'on va passer du cure au care, qu'on va aller plus vers la prévention, que cette donnée en vie réelle va nous permettre de suivre à tout moment de la vie, d'améliorer. C'est plutôt juste que le parcours de soins va se digitaliser, que l'information, que le patient va être de plus en plus informé, de mieux en mieux informé, de plus en plus partenaire. C'est génial, quoi. Je veux dire, tout le monde l'achète. La question est pas là. C'est comment est-ce qu'on passe de cette vision intellectuelle, très théorique, de ce que doit être la santé transformée, digitalisée, à une réalité pratique, pratico-pratique, pour vous, pour les patients, pour les hôpitaux, pour le système de santé aussi, puisque lui a probablement ce mot à dire. Et cette révolution technologique, elle est, je dirais, extrêmement rapide, extrêmement violente, on ne sait pas où ça va s'arrêter. Je regarde la moyenne d'âge, moi j'ai 46 ans. Quand on voyait l'an 2000 arriver, on s'imaginait aller dans l'espace, avoir des voitures volantes. On ne s'imaginait pas avoir un truc dans la poche qu'on allait consulter 240 fois par jour, qu'allait nous permettre de payer nos impôts, de voyager, d'être sur les réseaux sociaux, de voir nos enfants hyper connectés tout le temps, greffés au bout de bras avec cet écran. Et puis là, aujourd'hui, un scénario 2030, peut-être ce sera ça, peut-être ce sera autre chose. J'en sais rien, ça va tellement vite. Et d'ailleurs, cette rapidité, le web n'existait pas il y a 30 ans, les réseaux sociaux n'existaient pas il y a 15 ans, le mobile n'existait pas il y a 10 ans. L'Internet des objets, on en parle depuis quelques années. Et puis là, maintenant, on nous vend l'intelligence artificielle, la blockchain, les voitures autonomes. Donc, tout ça est un mouvement extrêmement rapide, inaltérable, avec une succession de choses dont on a toujours l'impression d'être un petit peu comment dirais-je, un peu bête par rapport à ça. Vous achetez un iPhone, on vous dit mais t'es bête, le prochain arrive dans 6 mois. Je dirais que la technologie, si on la regarde en tant que telle, c'est extrêmement difficile à suivre. Et pourtant, on a besoin de changer. Il faut qu'on change. Nos systèmes de santé n'en peuvent plus. On n'a plus d'argent, il y a des problématiques d'accès aux soins, la population vieillit, nos comportements hygiéno-diététiques ont des impacts sur, je dirais, notre état de santé. Donc on voit bien qu'il va falloir trouver des solutions et forcément le digital paraît la panacée en se disant ben, ça va être un peu la réponse à tout, réponse qu'on met à beaucoup de sauces malheureusement aujourd'hui. Et puis, il y a un territoire qui se redessine, il y a des nouveaux acteurs qui arrivent. La santé, c'est 6 000 milliards de dollars au niveau mondial. Donc vous imaginez, 100% de clients, c'est extraordinaire. Donc de la naissance à la mort, vous aurez forcément à un moment donné, je suis désolé de vous l'apprendre, une rencontre avec le système de santé. Donc ça aiguise des appétits. Donc effectivement, on a les fameux GAFA qui arrivent, on nous annonce la médecine sans médecin, la fin des médecins, la mort de la mort, le transhumanisme, le patient empowerment, le patient qui va lui-même expliquer un certain nombre de choses aux médecins. C'est vrai, c'est faux, je ne sais pas. En tout cas, les choses changent, des acteurs se positionnent et effectivement, il faut repenser. Alors, je sais, Thierry, que tu aimes bien lire. Donc, je t'invite aussi à lire. C'est un journaliste français, marseillais, qui a fait un roman d'anticipation sur quand notre système de santé craquera, sur Marseille 2040. Alors, ce n'est pas 2030, mais là aussi, la vision qu'il a de cette santé gérée par des algorithmes qui, tout d'un coup, décident que finalement, vous êtes peut-être plus très utile à la société, vous êtes peut-être plus très productif, peut-être que vous êtes trop vieux, peut-être que vous n'avez pas les bons comportements et que finalement, ça ne vaut peut-être pas le coup de continuer à vous soigner. C'est aussi ça, quand tu parles d'éthique des algorithmes, de comprendre ce qui sera mis demain derrière. Et si c'est le payeur qui est aux commandes de l'algorithme,
on verra bien ce que ça peut donner. Mais pourtant, si tout se transforme, rien ne change vraiment. Le premier acheteur de fax au monde, c'est la NHS, les hôpitaux anglais. Donc voilà, ils continuent à travailler. Pourtant, la NHS n'est pas la dernière en termes de plan digital, d'investissement, avec NHS Choice, avec des approches sur des stores, sur des applications. Et pourtant, dans le quotidien, on continue à fonctionner comme on avait l'habitude de continuer. Et ça, c'est une vraie problématique. J'ai remis ça, c'est un peu pas très gentil, ça va plaire à Arnaud. Mais si tu reviens en 2004, regardez ce que disait notre ministre de la Santé à l'époque. En 3 mois, le DMP s'est plié. 2018, enfin, les Français vont avoir leur dossier médical. Généralisation, on verra bien dans la pratique s'il y a les 40 millions qui sont ouverts dans les 5 ans. Donc voilà, mais on voit le plan Santé 2022, on voit le volet concernant l'accélération du virage numérique, on voit l'ambition énorme qui est placée à terme sur un système, je dirais un espace numérique de santé pour chaque citoyen français qui va regrouper beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous avez lu ce rapport-là, mais à la dernière page, vous avez la vision cible du système d'information sur le partage des données au niveau français. Waouh! Attendez, 2022, 4 ans. 4 ans, super, moi j'achète. Hein. On veut être les champions de l'IA, on veut être les champions de la donnée de santé, on veut être les champions de beaucoup de choses. Moi, dans l'absolu, en tant que citoyen français, j'espère qu'on y arrivera. 14 ans pour le DMP, pour avoir des PDF sur une carte vitale, que je suis forcément un peu comme Arnaud, un peu caricatural, mais en tout cas, ça me fait un petit peu mal. Alors, sans rentrer dans la description des technologies, puisque Thierry l'a bien fait, mais on a plein de choses super intéressantes. Tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée pour former les médecins, c'est fabuleux. Hein, dans les services d'urgence, il y a des outils de simulation aujourd'hui et des startups françaises qui travaillent là-dessus qui sont excellentes pour pouvoir former, aider à comprendre. Le poids des assistants vocaux, ça va être extrêmement intéressant. Encore une fois, même si avec les iPads et tout ce qui est connecté, on a pu donner à Madame Michu, à Monsieur Martin, j'ai pas d'a priori, la possibilité d'accéder à l'information de santé ou à des questionnaires ou à des choses. Demain, quand vous parlerez à votre assistant vocal, vous pourrez parler avec, je dirais, la façon dont vous parlez au quotidien, avoir des échanges, répondre à des questions, s'assurer que vous avez bien pris votre traitement, voir si vous avez des besoins de contact avec le système de santé. Donc là aussi, il faut bien comprendre qu'on va avoir une révolution de tout ce qui est vocal derrière. La gamification, quand je vous dis que le principal problème auquel on fait face dans nos systèmes de santé, c'est nos comportements hygiéno-diététiques, il va falloir les changer. Là aussi, comment est-ce qu'on peut faire? Et on a vu avec des jeux comme Pokémon Go, par exemple, que ça faisait bouger les gens, que ça changeait les comportements. Et finalement, un des grands enjeux, si on veut récupérer de l'argent, c'est de passer moins d'argent sur les maladies du métabolisme, les maladies du comportement, les maladies cardiovasculaires, pour pouvoir les placer sur les nouveaux besoins qui vont apparaître, se développer très fortement. Alors là, encore une fois, ce qu'on voit, c'est que toutes ces technologies, c'est très intéressant, mais finalement, c'est la convergence de ces technologies dans des solutions qui va être intéressante. On voit apparaître aux États-Unis des plateformes comme Omada Health, Pearl Therapeutics, ce qu'on appelle les digital thérapeutiques, qui sont aujourd'hui reconnus par la FDA, donc l'agence du médicament américaine, qui a une commission spéciale avec un système de validation de ces dispositifs pour faire en sorte que ce soit disponible. Un exemple très très concret, par exemple, sur le prédiabète de type 2, il y a une plateforme de la société Omada Health. Vous donnez aux gens un bracelet connecté, une balance connectée, vous les mettez dans une équipe de 12 personnes avec un coach. Pendant 16 semaines, ils payent 130 $ par semaine et on va les entraîner à changer leur comportement avec du jeu, avec du social, avec de l'éducation thérapeutique. Les résultats sont tellement bons qu'ils sont remboursés par la sécurité sociale américaine, remboursés par les assurances américaines, qu'ils ont levé 150 millions de $ pour créer des nouvelles digitales thérapeutiques. Et on est sur des solutions qui sont un petit peu différentes et totalement digitales. Alors, ça ne répond pas à toutes les maladies, bien entendu, mais on a aussi besoin de ce type de plateformes qui vont arriver. La télémédecine, on en a parlé, la génétique, là aussi, on pourrait faire une conférence dessus, mais on voit le développement du tout séquencé aussi pour tout le monde qui va se développer. Et là aussi, ça posera un certain nombre de questions sur comment prendre en charge ces patients-là. Les questions de l'éthique, de la sécurité, de la fiabilité de ces outils aussi.
est extrêmement importante. Comment est-ce qu'on s'assure que ces outils répondent réellement et apportent la valeur ajoutée qui a été promise? Là aussi, on voit de plus en plus de publications scientifiques, d'études qui sont faites sur ces objets connectés, sur ces applications, avec peut-être aussi les premiers scandales sanitaires qui peuvent aussi apparaître avec ça. Il y a une application pour contrôler la contraception utilisée par 700 000 femmes, où il y a 700 ou 800 qui sont enceintes aujourd'hui. Et en même temps, on sait aussi que sur la pilule, il y a aussi un pourcentage d'échecs. Donc il va falloir trouver des nouveaux modes d'évaluation de ces dispositifs demain. Thierry ne l'a pas évoqué, mais la blockchain comme technologie peut être extrêmement intéressante, tout simplement parce qu'on peut envisager dans ce monde qui va vers le tout donné, que le patient demain soit le propriétaire de sa donnée et décide de la vendre au système. Là aussi, ça peut être intéressant. La blockchain est une technologie qui permet la sécurisation, la traçabilité et surtout la gestion des consentements, de s'assurer que le patient est bien d'accord pour partager les données avec le système. Et puis, bien sûr, il faut faire une réglementation. On a évoqué le RGPD à quelques reprises, mais en même temps, c'est plutôt une sécurisation pour nous en tant que citoyens sur ce qui sera fait et par qui de nos données. Là aussi, la donnée est le cœur du moteur. C'est ce que tout le monde veut. C'est ce que vous collectez, c'est ce qu'on a dans les systèmes et les logiciels que vous utilisez, c'est ce que l'interopérabilité nous empêche ou nous permettra de faire. Et c'est vrai que vous êtes des générateurs d'une très grande masse de données qui intéressent beaucoup de monde, des acteurs privés, des acteurs publics. On a beaucoup parlé d'open data. Comment est-ce qu'on peut améliorer la santé publique, la collectivité grâce à ces données? Et puis des données, on en laisse tout le temps. J'en laisse avec mon smartphone, ma géolocalisation, j'en laisse avec ma carte bleue. Quand je vais acheter à Auchan des produits, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je fais, quels sont mes loisirs, où est-ce que je voyage. Et finalement, on a une masse de données qui est disponible et qui nous apprennent à passer non plus d'un parcours de soins, tel qu'on le connaissait classiquement, mais un parcours de vie et qui va permettre de gérer justement ce passage du cure au care avec quelque chose de plus préventif et de plus exhaustif sur la population. Ce qui est très frustrant aujourd'hui, c'est qu'on fait des pilotes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si on veut des pilotes, j'ai tendance à dire allez chez Air France, parce que c'est comme ça que ça va se passer. C'est impossible aujourd'hui. Combien de pilotes ont été faits dans combien de régions pour rien donner derrière? Est-ce qu'ils ont été réellement bien évalués? Est-ce qu'ils ont été réellement bien construits? C'est extrêmement frustrant pour les startups, c'est extrêmement frustrant pour un certain nombre d'acteurs. Chaque ARS en ce moment est en train de proposer des pilotes sur différentes solutions. Est-ce que la dimension est assez importante pour avoir des résultats? Est-ce que la façon dont il a été abordé? Et puis finalement, ça ne donne jamais grand-chose derrière. Et c'est extrêmement complexe. Alors j'ai voulu mettre cette devise Shadok, hein, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche. Alors il faut espérer qu'à force de rater, de tester, un jour, on va finir par avancer. Mais pour conclure sur une vision un peu plus peut-être positive, c'est réfléchir qu'est-ce qu'on a besoin. D'abord, si je veux construire la maison, il faut peut-être que je commence par la chape. Hein, avoir un magnifique toit en verre, d'aluminium, donc mon espace numérique de santé, mon système d'information cible extrêmement d'accord, mais enfin, il faudrait déjà que j'ai des systèmes d'information qui se parlent, qui soient interopérables, il faudrait déjà que la ville parle à l'hôpital, il faudrait déjà que le médecin échange avec le pharmacien. Donc là aussi, on peine, et la ZIP en France a peiné depuis des années à vraiment construire cet espace de données et de systèmes d'information en santé. On l'a évoqué beaucoup et c'est l'une des problématiques essentielles de ce développement de la e-santé. C'est quoi le modèle économique? Comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent? Et à un moment donné, moi qui suis entre la Silicon Valley d'un côté et Shanghai de l'autre, quand on voit les systèmes de santé des Chinois ou des Américains, je ne le souhaite à personne. On a un système de santé qui est ce qu'il est, qui est sûrement perfectible, mais qui permet à tout le monde d'accéder à un médecin de qualité, de proximité, assez rapidement. Donc il faut qu'on préserve ça. En tout cas, moi, c'est ma valeur. Et à partir de là, il faut bien que ces dispositifs-là remontent au niveau des institutions pour qu'ils soient évalués, validés, remboursés. Et on voit bien toute la complexité que ça a pour arriver à changer aussi la culture et à changer les expertises dans ces domaines-là. Il y a une chose qui est sûre, c'est que plus personne n'arrivera tout seul à répondre aux problèmes aujourd'hui.
on voit arriver des alliances d'expertise entre des différents industriels pour pouvoir prendre en charge ces nouveaux besoins, ces nouvelles solutions qui sont nécessaires. On voit des joint ventures entre des laboratoires pharmaceutiques et des GAFA. Donc là aussi, il faut se mettre dans un esprit où on n'est plus tout cloisonné, tout petit, chacun de son côté à garder son petit système qui ne parle pas aux autres et à faire son truc dans son coin. Il faut s'ouvrir, il faut travailler à plusieurs et faire des alliances là-dessus. Il va falloir le prouver un petit peu ce qu'on apporte. À un moment donné, on nous a vendu les objets connectés, notamment les bracelets connectés. Vous en mettiez un, vous marchiez 10 000 pas par jour et vous alliez être en pleine santé et vivre très très vieux. Voilà. Je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux, mais à un moment donné, si on affirme des choses, l'utilisation d'une application, d'un objet, d'un dispositif, d'une plateforme, il faut bien à un moment donné le prouver. Et ça, par contre, on voit de plus en plus de publications arriver. Vous allez sur PubMed, vous tapez impression 3D, vous tapez application mobile, vous tapez objet connecté, vous voyez le nombre de publications qui explosent, y compris certaines qui montrent que ça ne marche pas. Alors là aussi, il faut rentrer un petit peu dedans pour comprendre pourquoi. Mais on voit, il y a beaucoup de choses sur l'utilisation des SMS à l'hôpital pour rappeler les rendez-vous, pour rappeler la prise de médicaments. On voit des choses qui sont extrêmement intéressantes qui sont faites et finalement pas toujours très compliquées à mettre en place. Et je crois qu'il faut garder un peu de simplicité en réfléchissant à qu'est-ce qu'on a envie de résoudre comme problème. Et c'est cette problématique-là qu'on a l'impression des fois qu'on n'a pas. C'est de bien comprendre où est le besoin. Hein, ce n'est pas juste d'utiliser, mettre du connecté ou prendre une technologie pour prendre une technologie. C'est quoi le besoin? C'est quoi le problème qu'on a? Qu'est-ce qu'on veut résoudre? Comment est-ce qu'on va améliorer? Est-ce que c'est sur la partie ambulatoire? Est-ce que c'est sur le parcours de soins? Est-ce que c'est sur le délai de prise en charge? À quel niveau? Et puis d'apporter la solution adéquate en utilisant une technologie ou pas, ou plusieurs technologies le cas échéant, mais c'est vraiment la problématique. Et ça aussi, c'est un point qui est important, c'est qu'on a tendance à trop se focaliser. Alors, c'est pour illustrer, quand le doigt montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. C'est vrai que, quelque part, à force de nous rabâcher en permanence intelligence artificielle, blockchain, applications mobiles, on a tendance à se focaliser dessus et à en oublier derrière que ce ne sont que des outils pour pouvoir construire des solutions et répondre à des problématiques. Et je crois que de temps en temps, il faut sortir un peu de cette approche-là. Alors le cadre de jeu, on l'a évoqué, hein, c'est clair qu'on est dans la santé, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi non plus, et pour le bien des patients, et pour le bien du système, et pour comprendre les règles inhérentes à cette gestion de données. Pour moi, c'est qu'une question de changement de culture, avant tout. Je passe ma vie à essayer de former les médecins, les pharmaciens, les industriels. Je donne des cours dans plusieurs MBA digitaux. Je pense qu'il faut à un moment donné faire monter le niveau de culture de la communauté pour arriver à avoir plus de gens qui comprennent, qui ont envie de prendre en charge, qui ont envie de construire des solutions là-dessus, et qu'on peut faire toutes les stratégies qu'on veut. Si la culture n'a pas changé, elles n'iront jamais jusqu'au bout et elles n'avanceront jamais. Pour conclure, juste plusieurs choses sur la santé. La confiance, elle est essentielle. On manipule des choses très personnelles, très intimes. On est sur des données extrêmement sensibles. Donc, il faut qu'on arrive à construire des solutions de confiance. Ça, c'est extrêmement important. L'avantage qu'on a tous, c'est qu'il n'y a pas de raccourci. Il n'y aura pas une ubérisation violente. Je ne prends pas une bagnole, je ne mets pas un mec derrière le volant et ça y est, je remplace les taxis. Ce n'est pas ça la santé. Donc les acteurs historiques ont le temps de s'approprier ces transformations-là, d'être actifs et acteurs dans ce domaine-là. Et donc ça, c'est extrêmement important. Que finalement, la technologie, elle n'a d'intérêt que dans la convergence. Si demain, je fais de la télémédecine ou de la téléconsultation, je peux aussi avoir des objets connectés qui me permettent de prendre des mesures à distance. Je peux avoir une plateforme qui me permet de stocker tout ça. Finalement, il y a plusieurs expertises et plusieurs technologies qui vont rentrer en ligne de compte pour construire. Arnaud l'a dit, il faut arrêter maintenant, il faut penser utilisateur d'abord. C'est pour ça que les GAFA sont super forts et que les GAFA vont rentrer dans la santé. Eux, ils savent faire l'ergonomie. Il n'y a qu'à voir comment on est addict au Facebook, au Google ou autre. Et puis, ils savent très bien penser utilisateur et comprendre les besoins des gens qui sont au bout de leur système. Se méfier du buzz. On est dans la technologie, donc les gens ont besoin de lever des fonds, les gens ont besoin de faire de la communication, il y a du digital washing, donc là il y a des groupes ou des acteurs qui vont parler digital pour se donner une image de modernité, mais finalement parfois il n'y a pas grand-chose derrière. Et puis c'est vous avant tout,
casquette les acteurs de changement. Et je crois qu'il faut que chacun, à notre niveau, on se familiarise avec ces outils-là et qu'on arrive à avancer. Et pour conclure, voilà, le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Et je crois qu'on est tous là pour ça. Et en tout cas, je vous remercie pour ces quelques minutes. Je pense que j'ai tenu le timing.